Strides et j'assiste dans cette présentation. Nous allons vous présenter les laboratoires à travers une petite vidéo de 5 minutes. Sridhar, over to you. Put the video. Thank you. Bienvenue sur cette vidéo de présentation des laboratoires Strides Pharma Science Limited. Fondée en 1990, Strides Pharma Science Limited est une compagnie multinationale pharmaceutique dont le siège social se trouve à Bangalore, en Inde. À propos du groupe, Strides Pharma est un groupe pharmaceutique de première génération, créé en 1990 et capitalisant une expérience de plus de 3 décennies. Le groupe a une présence significative dans plusieurs activités telles que les formulations de dosage fini, les ingrédients pharmaceutiques actifs, les spécialités injectables, la biopharmacie, la santé des femmes et plein d'autres activités. Nous nous concentrons énormément sur la recherche et le développement avec plus de 8 centres qui sont basés en Inde. Nous comptons plus de 600 scientifiques et conjointement, le groupe a développé plus de 300 produits pour les marchés mondiaux. Nous sommes dans la fabrication avec plus de 25 installations aux États-Unis, en Italie, en Pologne, à Singapour, en Inde et au Kenya, dont plus de 20 sites dédiés au marché réglementé. Aujourd'hui, le groupe opère dans plus de 100 pays, avec une présence significative aux États-Unis, en Europe, en Australie, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud et au Canada. Et nous employons plus de 7000 personnes à travers le monde. Ainsi donc, le laboratoire a une forte empreinte dans 100 pays et presque sur tous les continents. Nos formulations génériques sont fabriquées par Strides Pharma à partir de 8 sites de production à travers le monde. Et ces sites ont une capacité annuelle de plus de 16 milliards de doses et sont approuvés par des organismes réglementés comme l'USFDA, la Santé Canada et l'OMS entre autres. Strides, c'est également une empreinte industrielle mondiale avec des sites de fabrication répartis sur 4 continents. Notre portefeuille de produits est réparti sur 5 segments. La santé des femmes, les injectables, la biopharmacie, les dosages basés sur la technologie et les formulations génériques. Nous portons une attention particulière à la recherche et au développement, avec une infrastructure de pointe soutenue par plus de 250 scientifiques. Avec notre association gagnante Artemether Lumefantrine, Strides c'est également des produits anti-paludéens préqualifiés par l'Organisation mondiale de la santé. En plus de cela, nous sommes parmi les plus grands fabricants mondiaux de capsules de gélatine molle. Aujourd'hui, nous sommes un fournisseur agréé de projets financés par l'USAID, le Global Fund, l'UNICEF et l'EMS, et dans plusieurs segments tels que les antirétroviraux, les antipaludiques, les antituberculeux, des médicaments contre l'hépatite et d'autres maladies infectieuses. Strides est au cœur des combats contre les pandémies mondiales. Chez Strides, tous nos produits sont certifiés avec un solide mécanisme d'assurance qualité, une équipe talentueuse, des processus automatisés assurant une livraison de produits de la plus haute qualité année après année. Strides, c'est également le continent africain. Bienvenue en Afrique pour l'Afrique. Depuis le début des années 90, Strides est présent en Afrique. Nous sommes des pionniers sur ce continent, avec une philosophie en Afrique pour l'Afrique. Nous avons une installation approuvée par l'OMS sous le nom de Universal Corporation, qui est basée au Kenya. Nous sommes présents dans plus de 40 pays africains, plus de 30 000 médecins visités tous les ans. Nous avons une forte présence dans les aires thérapeutiques telles que la neuropathie et la douleur, le paludisme, l'infectiologie, la santé des femmes, la gastro-entérologie et la cardiologie. En ce qui concerne notre portefeuille de produits, nous avons une large gamme d'anti-infectieux, oraux, combinés et injectables pour couvrir les hôpitaux, les urgences, les consultations externes, au service des spécialités telles que la gastro, la chirurgie, la gynéco, la pédiatrie avec des pénicillines, des macrolides, des céphalosporines. Nos produits phares dans ce portefeuille, Celltriaxone, Pétazidine, Clavicin, Azithrine,
Combiart, Claritron et plein d'autres produits. Dans notre gamme douleurs, nous avons des produits pour la douleur nociceptive, les douleurs neuropathiques, les muscles lisses, les douleurs chroniques, les douleurs aiguës, en forme injectable, oraux et combinés. Nos produits phares dans ce portefeuille, la gamme Renerve avec Renerve P, Renerve Plus et Renerve Plus BT, Melonax, Strimol Extra, Etostri et plein d'autres produits. Dans la santé des femmes, nous avons des produits qui sont liés à l'anémie, à la ménorrhagie, à la contraception et à la ménopause. Avec notre produit phare, le VitaFer, une association de fer, acide folique et vitamine B12, en forme sirop et en forme gélule. Nous avons également le Dupix et le LGS et plein d'autres produits en lancement. Strides a également une gamme unique de produits dans la gastro pour les troubles gastro-intestinaux acides, les constipations, les nausées et des relaxants des muscles lisses. Nos produits phares, le Solcer, le Cetronax et le Laxmag. Dans la cardia métabolique, Strides a également un portefeuille de nouveaux produits de combinaison de cardia avec des inhibiteurs calciques, des bêta-bloquants, des combinaisons de 3 médicaments, des statines, des bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine avec nos produits phares tels que Amlostar, Glimfort, Fliptor, Adrid, Teltartan et Lipovas. Et enfin, nous avons d'autres produits dans différents segments tels que la pneumologie, la dermatologie, les dysfonctionnements érectiles avec Erecta, multivitaminé avec Camvit Plus. Nous avons également le Lorist et le Strigem. Et pour finir, nous vous présentons notre large gamme holistique de formulations, avec plus d'une douzaine de formulations, allant des gélules de gélatine molle, des suspensions buvables, des comprimés dispersibles, des comprimés à libération prolongée. Strides est un grand groupe international qui œuvre dans la qualité pour soulager les patients et apporter de la valeur sur le marché de la pharmacie. En conclusion, nous pouvons ajouter que le groupe reste à l'avant-garde du développement de produits répondant aux besoins immédiats et non satisfaits des patients à travers le monde. Nous avons la capacité de développer plus de 30 nouveaux produits chaque année. Grâce à nos capacités réglementaires et cliniques internes, nos produits sont commercialisés partout à travers le monde. Strides Pharma Science Limited. Integrity, competency and efficiency. Merci pour cette vidéo de présentation. Alors, c'est avec un grand honneur que nous avons le plaisir d'organiser ce symposium en ligne sur la gastro-entérologie. Et ce séminaire sera animé par des experts du Sénégal et du Mali et qui rencontrera certainement un grand intérêt, en tout cas pour vous apporter de la valeur dans votre pratique au quotidien. Merci de votre patience et nous nous excusons également du retard que nous avons accusé qui est indépendant de notre volonté. Merci également à nos éminents orateurs qui ont accepté de siéger à ce jour, malgré leurs agendas très chargés. J'ai l'honneur de présenter ici le docteur Daouda Dia, hépatologue et gastro-entérologue. Il est professeur titulaire de chaire d'hépatologie et de gastro-entérologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est professeur agrégé des universités du CAMES depuis 2014. Il est membre de l'Ordre des médecins du Sénégal. Il est membre de la Société sénégalaise de médecine interne. Il est membre de la Société médicale d'Afrique noire de langue française. Il est membre du bureau de la Société africaine d'hépatologie et de gastro-entérologie et d'endoscopie digestive. Il est membre de la Société sénégalaise de néphrologie. Il est vice-président de la Société sénégalaise de coloproctologie, SOSECOP. Il est président de la Société sénégalaise d'hépato-gastro-entérologie. Il a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du Lion par l'État du Sénégal. Il a participé à des dizaines de congrès et ateliers scientifiques. Il a publié plus d'une cinquantaine de travaux scientifiques. Et actuellement, il est médecin-chef adjoint du service de médecine interne, d'hépatologie et de gastro-entérologie de l'hôpital général Idrissa Pouye au Sénégal. Et il va nous entretenir sur le rôle de l'oméprazole dans la prise en charge du reflux extra-œsophagien. Nous avons également avec nous le professeur Diko Moussa Younoussou. Il est hépatologue, gastro-entérologue, enseignant-chercheur, maître de recherche en hépato-gastro-entérologie au service d'hépato-gastro-entérologie au CHU Gabriel Touré de Bamako.
au Mali. Il est lui-même auteur de plusieurs dizaines de publications scientifiques et le professeur Dia, bien entendu, reviendra certainement sur sa présentation. Le professeur Dicot nous parlera de l'éradication de l'Helicobacter pylori par des thérapies à base de clarithromycine. Donc, merci, cher professeur, de nous avoir fait l'honneur d'accepter cette invitation. Je salue au passage tous nos collègues d'Afrique et des partenaires qui sont en Inde, qui sont connectés actuellement. Et à travers notre vision en Afrique pour l'Afrique, Strides vous offre bien entendu des produits de qualité à des prix accessibles aux populations, mais aussi avec des formations de haut niveau comme celle de ce soir. Donc, je m'en vais laisser la parole au professeur Daouda Dia, qui, je précise, est également le modérateur de cette séance. Nous vous souhaitons une excellente réunion. Professeur, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous nous excusons complètement de ce retard relatif aux effets techniques là. Merci beaucoup. C'est donc un véritable honneur pour nous, grâce au laboratoire Strides Pharma, de participer à ce webinaire en tant qu'exposant, mais ensuite en tant que modérateur. Certainement, dans le groupe, nous avons plein d'amis en Afrique et ailleurs qui sont connectés pour suivre ces deux exposés proposés par le laboratoire Strides Pharma, portant sur essentiellement la pathologie peptique acide, avec une pathologie non infectieuse, les signes extra-digestifs du reflux gastro-œsophagien, et une pathologie apparemment d'origine infectieuse, la gastrite à Helicobacter pylori, l'effet des traitements par clarithromycine qui sera présenté par le professeur Dicot de Bamako. Je pense bien que, comme nous avons eu beaucoup de temps déjà perdu, nous allons commencer comme premier orateur avec le thème portant sur le reflux gastro-œsophagien, ces signes extra-digestifs ou extra-œsophagiens, rôle dans leur prise en charge de l'oméprazole. Si ça vous convient, bien sûr, on peut démarrer si le partage d'écran est effectué. Merci beaucoup. Bien sûr. Dr. Pravin, can you please share your screen for Professor Dia? Thank you. Merci beaucoup. Donc, ça porte sur les symptômes extra-digestifs du reflux gastro-œsophagien, le rôle de l'oméprazole dans leur prise en charge. Le reflux gastro-œsophagien, défini par tout simplement, allez-y s'il vous plaît, docteur Pravin. Très bien. Donc, le reflux gastro-œsophagien, défini tout simplement par le passage intermittent d'une partie du contenu de l'estomac vers l'œsophage, est un phénomène physiologique retrouvé chez tous les individus, mais qui devient pathologique s'il est source d'apparition de symptômes et ou de complications. C'est le trouble gastro-intestinal le plus fréquent à travers le monde. Plus de 10 à 20% de la population générale est effectivement intéressée. Allez-y, s'il vous plaît, M. Pravin, ou bien. Les facteurs qui concourent à l'installation du reflux gastro-œsophagien aboutissent tous à l'incompétence du sphincter inférieur de l'œsophage. Il s'agit essentiellement d'une surcharge pondérale, l'obésité pour ne pas la dire, des anomalies anatomiques comme la hernie hiatale et des anomalies du contenu de l'estomac. La symptomatologie classique du reflux gastro-œsophagien au niveau clinique peut être divisée en symptômes œsophagiens ou signes typiques représentés par le pyrosis et les régurgitations acides, mais aussi en symptômes extra-digestifs qui font l'objet de notre exposé. Ces signes extra-digestifs ou extra-œsophagiens sont aussi appelés des signes atypiques. Ils sont nombreux et variés, et quand ils sont isolés, ils posent un problème de défi diagnostique et thérapeutique. Au niveau endoscopique, la symptomatologie du reflux s'exprime essentiellement au niveau de l'œsophage par une œsophagite peptique de grade supérieur à B selon la classification de Los Angeles. Allez-y, s'il vous plaît.
M. Praven, les symptômes extra-œsophagiens du reflux gastro-œsophagien sont relativement fréquents chez les patients porteurs de reflux. Ils atteindraient 25 à 35% de ces patients. Ils peuvent schématiquement être divisés en symptomatologie thoracique, symptomatologie pulmonaire, ORL, stomatologique ou bucco-pharyngée et en troubles du sommeil. Ils peuvent être isolés. Dans ces cas, ils sont très difficiles à rattacher au reflux gastro-œsophagien, mais parfois aussi, ils sont associés aux signes typiques du reflux gastro-œsophagien et le diagnostic devient le plus souvent plus évident quand ils sont associés. Allez-y. La physiopathologie ou l'installation des symptômes extra-œsophagiens du reflux gastro-œsophagien, les mêmes facteurs qu'on retrouve dans le reflux normal, ils sont retrouvés, mais ensuite, les deux mécanismes identifiés favorisant l'installation des symptômes extra-œsophagiens sont représentés par une irritation directe de la muqueuse, de l'œsophage, du pharynx, du larynx, de la trachée et parfois des bronches par le matériel de reflux acide. Mais ensuite, un autre mécanisme indirect peut être un réflexe à point de départ œsophagien qui sera médié par le nerf vague. Ces deux mécanismes peuvent être isolés ou parfois intriqués chez un même patient. Allez-y. M. Praven. Le dommage direct ou les lésions directes par irritation directe par le matériel de reflux sont à l'origine d'une aspiration trachéobronchique avec stimulation directe de la muqueuse du pharynx et du larynx et sont responsables de symptômes comme la toux chronique, l'exacerbation d'asthme et parfois de laryngite. Tandis que, M. Praven, les relations ou les dommages indirects sont médiés par voie réflexe par le nerf vague et s'expriment par l'origine embryonnaire commune entre l'œsophage et l'arbre trachéobronchique, mais aussi par une innervation commune entre ces deux par le nerf pneumogastrique. Il est à l'origine, ce réflexe œsophagien, de l'installation de symptômes à type de douleur thoracique, de type non cardiaque, de toux chronique, de bronchospasme, surtout aussi. Allez-y. L'expression clinique de ces manifestations extra-œsophagiennes du reflux gastro-œsophagien est dominée au niveau thoracique par la douleur thoracique dite non cardiaque. C'est la manifestation la plus fréquente retrouvée chez 30 à 60% des patients porteurs de reflux. Il s'agit de douleurs thoraciques, bien sûr, récurrentes à localisation parasternale, parfois rétrosternale. Elles peuvent irradier vers le dos, le cou, les bras et la mâchoire. Elles sont de durée brève le plus souvent, mais parfois elles peuvent durer des heures chez certains patients. L'une de leurs caractéristiques principales est d'être liée au repas, aux émotions, parfois aux efforts physiques. Ces douleurs sont le plus souvent calmées par la prise des antiacides, mais de manière paradoxale, il faut parfois chez certains patients une sensibilité de ces douleurs aux dérivés nitrés. Allez-y. Cette douleur thoracique, quand elle est sensible aux dérivés nitrés, devrait pouvoir amener le médecin à poser le diagnostic différentiel avec des douleurs angineuses, parce que ces douleurs sont pseudo-angineuses. Dans ces cas, bien sûr, il y a nécessité d'une collaboration avec un cardiologue qui très probablement devrait pouvoir faire chez le patient un électrocardiogramme, un dosage de la troponine, une échographie Doppler et en fonction du profil du patient, parfois une coronarographie pour tout faire pour exclure une pathologie coronarienne. Mais ensuite, cette douleur doit aussi faire éliminer d'autres pathologies œsophagiennes potentiellement douloureuses, plus particulièrement l'acalasie, qui n'est pas connue pour la douleur, mais certaines formes peuvent être source de douleur œsophagienne. Ensuite, les œsophagites aéosinophiles. Et toutes ces pathologies-là, le gastro-entérologue est bien outillé pour pouvoir faire le diagnostic différentiel avec l'utilisation certainement d'une manométrie et de biopsie œsophagienne qu'on naturellement pousse les gastro-entérologues tous à systématiquement effectuer ces biopsies œsophagiennes étagées à la recherche d'une œsophagite aéosinophile. Allez-y, M. Praven. Au niveau respiratoire ou pulmonaire,
les manifestations extra-œsophagiennes sont dominées par la toux chronique. Elle est définie par une toux durant plus de 8 semaines avec une radiographie thoracique normale. Elle se retrouve chez 10 à 56% des patients porteurs de reflux gastro-œsophagien. Et quand cette toux est d'origine pulmonaire, ses caractéristiques sont, il s'agit le plus souvent d'une toux sèche à déclenchement postural, parfois à déclenchement postprandial, mais ensuite, souvent, l'excès de phonation du patient est une des circonstances déclenchantes de cette toux. Cette toux est assez rarement associée aux manifestations typiques du reflux gastro-œsophagien que nous avions dit, qui étaient le pyrosis et les régurgitations. M. Praven, s'il vous plaît. Lors de l'exploration de ces toux chroniques, dans la définition, la radiographie thoracique est normale. Le TDM thoracique aussi est normal. La bronchoscopie, normalement, le plus souvent, ne montre pas de lésions. Parfois, dans 10 à 15% des cas, si cette bronchoscopie est faite, on peut mettre en évidence des sténoses sous-glottiques, un érythème bronchique segmentaire et très rarement un aspect micro-hémorragique au niveau de la muqueuse trachéale et ou bronchite. Cette toux chronique fait discuter d'autres diagnostics avant de la rattacher au reflux gastro-œsophagien, notamment un tabagisme chronique, une maladie asthmatique ou une rhinosinusite, parfois la prise de certains médicaments comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Je préviens. À part la toux chronique, la deuxième manifestation respiratoire ou pulmonaire est représentée par l'asthme. Le reflux gastro-œsophagien, chez les patients présentant un reflux gastro-œsophagien, généralement, un asthme peut être trouvé chez 5% des patients reflueurs. Et on s'est rendu compte dans certaines études portant sur les asthmes difficiles, au moins 25% de ces patients asthmatiques étaient porteurs de reflux gastro-œsophagien. Allez-y, M. Praven. Dans d'autres circonstances, il s'agit de l'exacerbation d'une maladie asthmatique sous-jacente par le reflux gastro-œsophagien suite, bien sûr, à la microaspiration de matériel de reflux provenant de l'estomac avec sa forte acidité qui irrite la muqueuse œsophagienne. D'autres manifestations pulmonaires à type d'infection bronchopulmonaire récidivante, de bronchopathie chronique ou de fibrose pulmonaire aussi sont rapportées par certains auteurs et rattachées éventuellement au reflux gastro-œsophagien dans leurs manifestations extra-œsophagiennes. Allez-y, M. Praven. M. Praven, s'il vous plaît. Au niveau de la sphère otorhino-laryngologique, ORL, M. Praven, l'autre diapositive, s'il vous plaît. Donc, les manifestations extra-œsophagiennes de ce reflux sont représentées par d'abord une laryngite et accessoirement une pharyngite. Cette laryngite se traduit par une toux chronique, un enrouement de la voix, parfois un individu qui se racle toujours la gorge, le hémage, ou bien une sensation de boule pharyngée, mais surtout une dysphonie qui peut aller au maximum jusqu'à l'apparition d'une aphonie, et la fatigue vocale est fréquente chez ces patients. M. Praven. Quand la laryngoscopie est faite chez ces patients avec des manifestations ORL du reflux gastro-œsophagien, il arrive parfois que le médecin ORL décrive un aspect caractérisé de laryngite de reflux ou laryngite peptique. Cet aspect n'est pas du tout caractéristique, n'est pas spécifique. Il peut s'agir de plusieurs sortes de lésions à type d'édème au niveau du larynx, d'ulcération, parfois de pseudopolypes des cordes vocales ou d'existence de granulomes. Et même dans certaines études, certains auteurs sont allés jusqu'à pouvoir rattacher certains cancers du larynx à l'existence d'un reflux gastro-œsophagien. D'autres atteintes au niveau de la sphère ORL, plus particulièrement des otalgies unilatérales et une sinusite chronique sont aussi décrites. Chez ces patients qui présentent ces manifestations ORL, avant de les rattacher au reflux gastro-œsophagien,
gastro-œsophagien, il est classique d'éliminer d'autres causes par le médecin ORL. Bien sûr, le tabagisme chronique, mais aussi l'usage personnel ou bien dans l'environnement professionnel de l'individu de divers agents pouvant éventuellement irriter les voies ORL. Mais ensuite, chez certains patients, il faudrait s'enquérir de leur situation professionnelle pour parfois trouver un abus de voix, une phonation excessive et parfois source de ces manifestations qu'on peut confondre facilement avec une laryngite de reflux ou laryngite peptique, pour dire que ce n'est pas un aspect spécifique, mais fréquent au cours des consultations ORL et qui, assez facilement, sont rattachés au reflux gastro-œsophagien, alors que ce n'est pas toujours le cas chez les patients. Je préviens. À part la sphère ORL, l'atteinte de la sphère stomatologique par le reflux gastro-œsophagien est possible et au niveau de la sphère bucco-pharyngée, les lésions les plus fréquentes sont d'abord représentées par des érosions dentaires et un aspect de gingivite. Ceci s'expliquerait par le matériel acide du reflux gastro-œsophagien qui a tendance à diminuer le pH buccal et à favoriser une perte, une altération de l'émail dentaire et souvent ça aboutit à une perte de substance dentaire, ce qui est à l'origine de ces érosions dentaires. D'autres fois, il s'agit de frottement au niveau dentaire, d'abrasion, de perte complète de dents, et ces pertes complètes de dents ont tendance à aboutir à une déformation progressive du visage chez ces patients atteints. Les caries dentaires que certains auteurs rapportent au reflux gastro-œsophagien ne semblent pas du tout liés au reflux gastro-œsophagien parce que par définition, ces caries dentaires sont en rapport avec un processus infectieux bactérien, alors que les érosions dentaires sont censées être liées à un processus chimique non bactérien. Allez-y, M. Praven. D'autres types de lésions au niveau bucco-dentaire sont représentés parfois par un aspect d'érythème au niveau du palais mou ou de la luette, une atrophie épithéliale, une glossite, une xérostomie, mais surtout une halitose qui est un motif très invalidant de consultation chez des patients qu'on voit adressés par les médecins ORL ou les pneumologues chez le gastro-entérologue à la recherche de cette halitose qui socialement gêne énormément les individus. Chez ces patients avec ces lésions bucco-dentaires stomatologiques, bien sûr, il faudrait voir par le stomatologiste est-ce qu'il n'y a pas un terrain de mauvaise hygiène dentaire, de tabagisme chronique, parfois de candidose dans certaines situations. Est-ce qu'il n'y a pas un syndrome sec généralisé dans le cadre d'un syndrome de Sjögren, ou bien est-ce qu'il n'y a pas certaines prises médicamenteuses pouvant expliquer parfois une diminution du flux salivaire qui est la cause de ces érosions et ou de ces atteintes buccales. Donc, ça nécessite tout simplement la collaboration franche du stomatologiste, pour ne pas dire parfois du chirurgien dentiste. Monsieur Praven. Monsieur Praven, à part donc cette atteinte stomatologique, d'autres atteintes rattachées au reflux gastro-œsophagien rapportées beaucoup plus récemment sont représentées par les troubles du sommeil. Ces troubles du sommeil sont retrouvés chez 10% des patients avec un reflux gastro-œsophagien. Il peut s'agir de réveil nocturne, d'apnée du sommeil, parfois une fatigue matinale et qui aura comme conséquence forcément une somnolence dure. Et le retentissement socio-professionnel de ces manifestations, de ces troubles du sommeil chez ces patients est extrêmement important, contribuant très fortement à la forte altération de la qualité de vie en rapport avec la pathologie du reflux gastro-œsophagien chez ces patients. Monsieur Praven, pour dire que les symptômes extra-digestifs ou extra-œsophagiens du reflux gastro-œsophagien sont polymorphes, nombreux, variés, et il n'est pas toujours dit qu'ils sont réellement en rapport avec le reflux. C'est pour cela qu'il faudrait faire la preuve de leur lien de causalité avec le reflux gastro-œsophagien. Et pour faire
ce rattachement au reflux gastro-œsophagien de ces symptômes extra-œsophagiens, il y a des outils diagnostiques qu'on peut utiliser qui sont normalement au nombre de 5. D'abord, la clinique avec l'existence ou non de symptômes typiques du reflux gastro-œsophagien. On avait parlé de pyrosis et de régurgitation acide. Quand ces symptômes coexistent avec les signes extra-œsophagiens, la probabilité du diagnostic est très forte. Mais il faudrait juger le patient après traitement parce qu'il faudrait exiger la disparition de ces symptômes extra-œsophagiens avec le traitement pour les rattacher de manière définitive avec le reflux gastro-œsophagien. À part la symptomatologie clinique, l'endoscopie digestive haute est aussi capable de diagnostiquer un reflux gastro-œsophagien à la condition seule qu'on trouve une œsophagite peptique de grade supérieur ou égal à B selon la classification de Los Angeles. Ça veut dire que si on trouve cette œsophagite peptique supérieure au grade B, l'existence du reflux gastro-œsophagien est certaine à 100%. Mais le lien de causalité avec les manifestations extra-œsophagiennes ne sera fait qu'après leur disparition sous traitement. Parce que s'ils persistent sous traitement bien conduit, ça veut dire que ces manifestations qu'on avait imputées au reflux ne sont pas en rapport avec le reflux gastro-œsophagien. L'autre méthode diagnostique est représentée par la pH-métrie et la pH-impédancemétrie dans les pays, bien sûr, où ces deux types d'exploration existent. Ils constituent un gold standard, un diagnostic certain pour un reflux gastro-œsophagien. Mais pour les relier aux symptômes extra-œsophagiens, il faudrait que l'index symptomatique, qui est représenté par le nombre d'épisodes de reflux symptomatique sur le nombre total de symptômes chez un individu après un enregistrement de 24 ou jusqu'à parfois 96 heures, que cet index symptomatique soit supérieur à 50%, mais aussi qu'il y ait une probabilité d'association symptomatique supérieure à 95%. Cette association symptomatique est représentée par la comparaison des périodes symptomatiques par rapport aux périodes de reflux gastro-œsophagien. Donc, si on a un index symptomatique supérieur à 50% et une probabilité d'association symptomatique supérieure à 95% chez un individu ayant bénéficié de pH impédancemétrie, on peut dire de manière sûre que les symptômes extra-œsophagiens qu'ils présentent sont en rapport avec un reflux gastro-œsophagien. Monsieur Praven, s'il vous plaît, le 5e type de test dont on peut se servir pour dire qu'il y a ou non des manifestations extra-œsophagiennes du reflux gastro-œsophagien est représenté par le test thérapeutique aux inhibiteurs de la pompe à protons. Ce test, nous pourrons en reparler. Il peut se faire avec tous les inhibiteurs de la pompe à protons. Il a une sensibilité de 78% et une spécificité de 54%. Il s'agit réellement d'une véritable alternative aux explorations diagnostiques. Et quand on parle d'alternatives aux explorations diagnostiques qui ne sont pas toujours disponibles, on pense plus particulièrement aux pays ayant peu de ressources financières comme les nôtres, comme la majeure partie des pays d'Afrique au sud du Sahara, pour dire que ce test thérapeutique reste toujours de vigueur ici comme ailleurs. Mais dans la manière de le mener, il peut y avoir des variations en fonction du médicament utilisé, en fonction de la dose prescrite, mais aussi en fonction de la durée. Plus souvent, il s'agit d'une double dose, quel que soit l'inhibiteur de la pompe à protons, matin et soir sur 14 jours et évalué en fonction maintenant de la disparition ou de l'amendement ou de la diminution, amélioration de symptômes qui étaient jugés. On peut dire que si le test est positif ou non. S'il est positif, le traitement est à continuer. S'il n'y a qu'une légère amélioration, parfois, en fonction des pays, il y a possibilité de doubler la dose sur une autre période de 14 jours pour voir. Maintenant, s'il n'y a aucune amélioration, on peut dire de manière relativement sûre que ces manifestations qu'on était en train de tester ne sont pas du tout liées au reflux gastro-œsophagien. Donc, une fois que ces manifestations extra-œsophagiennes du reflux gastro-œsophagien sont identifiées et sont rattachées de manière relativement sûre ou absolue au reflux gastro-œsophagien,
il convient bien sûr de discuter du rôle de l'oméprazole dans leur prise en charge. C'était l'objet de cette conférence. L'oméprazole, un produit ancien, plus de 3 décennies d'utilisation à travers le monde, c'est le chef de file des inhibiteurs de la pompe à protons. Il représente actuellement le 8e produit parmi les 200 produits les plus vendus aux États-Unis d'Amérique. C'est un inhibiteur puissant de la pompe à protons, ça veut dire des produits capables d'inhiber la sécrétion acide chlorhydrique de l'estomac. Actuellement, et depuis leur création, ils sont au centre du traitement médical du reflux gastro-œsophagien. Et ce traitement du reflux gastro-œsophagien, il est d'abord hygiéno-diététique, médical, instrumental et éventuellement chirurgical. Nous nous intéressons dans le cadre de cet exposé, de cette conférence au traitement médical avec l'utilisation de l'oméprazole. Allez-y. Et cet oméprazole, allez-y, M. Praven, cet oméprazole est capable d'agir sur les manifestations typiques œsophagiennes, sur les manifestations atypiques extra-œsophagiennes, mais aussi et surtout, il est capable de cicatriser les lésions muqueuses œsophagiennes. Dans le cadre de la prise en charge des douleurs thoraciques non cardiaques en rapport avec le reflux gastro-œsophagien, on peut utiliser 20 mg d'oméprazole si le diagnostic est certain. Les patients traités, dans 78 à 92%, ont une amélioration nette de leur symptomatologie. Si le diagnostic du reflux gastro-œsophagien n'est pas certain, mais seulement suspecté, sur un groupe de patients, on peut avoir 10 à 14% d'amélioration. 20 mg d'oméprazole à utiliser sur 2 semaines. S'il y a une amélioration, on continue le traitement sur 3 à 6 mois. S'il n'y a pas l'amélioration au bout de 2 semaines, on peut augmenter la dose, passer à 20 mg matin et 20 mg soir. S'il y a une amélioration, consolider ce traitement sur 2 à 3 mois. S'il n'y a pas d'amélioration, après une double dose prise sur 14 jours, il est recommandé d'arrêter le médicament et d'essayer de faire la preuve d'une existence réelle d'un reflux gastro-œsophagien, bien sûr par le biais d'une pH-métrie et ou d'une pH-impédance-métrie, ce qui est beaucoup plus admis par les auteurs dans le cadre de la prise en charge des douleurs thoraciques non cardiaques en rapport avec le reflux gastro-œsophagien. C'est un traitement par oméprazole 20 mg 2 fois par jour pendant 2 mois. Allez-y, M. Praven. Dans le cadre de la prise en charge de l'asthme en rapport avec un reflux gastro-œsophagien, là, il y a beaucoup plus de controverses et ça se comprend forcément. Si le reflux est suspecté, on peut mettre un traitement empirique de 20 mg d'oméprazole 1 fois ou 2 fois par jour en fonction des pays et en fonction de l'expérience du médecin traitant sur une durée de 2 à 3 mois. S'il y a une amélioration, quand on était sous double dose, on essaie de voir la dose minimale la plus efficace pour la continuer autant que nécessaire. S'il n'y a pas d'amélioration, il faut réellement arrêter le traitement et soit faire la preuve du reflux par le biais d'une pH-impédance-métrie et de pH-métrie. Si la preuve est faite, voir quel est le bénéfice en rapport avec la prise de l'oméprazole. Si la preuve n'est pas faite, il ne faut pas continuer du tout, il faut arrêter et se dire que cet asthme n'est pas lié au reflux gastro-œsophagien. M. Praven. Dans la prise en charge de la toux chronique, on peut faire un traitement empirique de 20 mg d'oméprazole 1 ou 2 fois par jour pendant 2 à 3 mois. Si l'amélioration est faite à raison de 2 prises par jour, diminuer ce qu'on appelle faire une décroissance de l'oméprazole sur une durée d'1 mois et si l'efficacité est maintenue, prolongée pendant 6 mois de traitement. Avec ce protocole, on se rend compte que seulement 1/5 des patients
ayant une toux chronique suspectée en rapport avec un reflux sont améliorés. Pour ne pas dire c'est 20% de ces patients qui sont améliorés. S'il n'y a pas d'amélioration et que la preuve du reflux gastro-œsophagien n'est pas faite par une pH-métrie, il faut arrêter le traitement. Et il faut avoir à l'esprit que la prise en charge d'une toux chronique sans preuve ou suspicion de reflux gastro-œsophagien ne comportera jamais de l'oméprazole ou un autre inhibiteur de la pompe à proton. Monsieur Praven, s'il vous plaît. La prise en charge des manifestations laryngées et des autres manifestations ORL. Bien sûr, si le diagnostic du reflux est sûr, 20 mg d'oméprazole 2 fois par jour pendant 3 à 6 mois sont capables d'amener l'amendement des manifestations cliniques du reflux gastro-œsophagien. Mais au contrôle laryngoscopique, s'il y avait des lésions, on s'est rendu compte que l'aspect de la muqueuse laryngée n'était pas changé, même si la symptomatologie clinique disparaissait. Chez les patients chez qui on n'a pas diagnostiqué de manière formelle le reflux, mais qu'on le suspecte très fortement, on peut essayer un traitement empirique d'oméprazole 2 fois par jour, une prise de 20 mg au bout de 2 mois. S'il y a une amélioration, on continue le traitement sur 6 mois. Ensuite, on enclenche une décroissance. S'il n'y a pas d'amélioration, il faut arrêter le traitement et chercher une autre cause pour ces manifestations laryngées du reflux gastro-œsophagien. Monsieur Praven, s'il vous plaît. Pour les manifestations bucco-dentaires, plus particulièrement les érosions dentaires, il faut bien sûr d'abord des soins locaux avec une bonne hygiène bucco-dentaire, parfois utiliser des médicaments capables de stimuler le flux sanguin, et il est relativement recommandé une utilisation empirique d'inhibiteurs de la pompe à proton 2 fois par jour chez ces patients sur 3 à 6 mois. Il est relativement ou parfois très difficile de juger de l'efficacité de ce traitement pour dire que des recherches restent à être faites dans le cadre de ces manifestations bucco-dentaires en rapport avec le reflux gastro-œsophagien. Pour les autres types de manifestations, comme les troubles du sommeil, il est recommandé aussi de tenter un traitement par de l'oméprazole en cas de suspicion, 20 mg, 1 ou 2 fois par jour sur 2 à 3 mois. S'il y a amélioration nette, il faut continuer sur 2 mois. S'il n'y a aucune amélioration, il faut arrêter et essayer de faire la preuve de l'existence d'un reflux par une pH et ou une pH impédance métrique. Pour terminer avec ces manifestations extra-œsophagiennes du reflux gastro-œsophagien, le rôle de l'oméprazole dans leur prise en charge, il faut dire que la prise en charge diagnostique est pluridisciplinaire, nécessitant la compétence du cardiologue, du pneumologue, la compétence du médecin allergologue, parfois la compétence du médecin ORL et du médecin stomatologue. Le reflux peut entrer dans les manifestations à prise en charge multidisciplinaire par le biais de ces manifestations extra-œsophagiennes. Faire la preuve n'est pas toujours facile pour rattacher ces manifestations extra-œsophagiennes au reflux gastro-œsophagien. L'utilisation de l'oméprazole depuis plus de 3 décennies nous prouve qu'elle est relativement efficace et elle est sécurisée sur le plan des effets secondaires. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup. Alors, M. Praven, je ne sais pas si, après cet exposé... Merci beaucoup, professeur Daudadio. Nico, tu es là? Oui, je suis là, docteur Praven. Thank you, Nico. Oui, merci, professeur Daudadia, pour cette brillante présentation. Je pense que nous allons passer directement à la présentation du professeur Diko et ensuite nous pourrons prendre les questions et les réponses. Je vous laisse la main, professeur.
Merci beaucoup, Nicolas, Monsieur Sen. La deuxième présentation, je pense effectivement on peut y passer directement et après avoir des questions groupées pour les deux conférences. Cette deuxième présentation sur la prise en charge des traitements éradicateurs d'Helicobacter pylori avec des traitements à base de clarithromycine sera donc faite par le professeur Moussa Diko de Bamako. Professeur Moussa Diko, comme vous l'avez très bien présenté, M. Sen, effectivement, c'est un médecin hépato-gastro-entérologue malien, formé à l'école malienne, qui a eu à voyager beaucoup. On l'a vu à travers son CV, qui a beaucoup fait la France à plusieurs reprises, beaucoup d'autres pays africains, dans le cadre de stages, dans le cadre de congrès auxquels il a participé de manière très active et qui a eu à faire beaucoup d'études sur la prise en charge de l'infection à Helicobacter pylori, en particulier chez un groupe de patients beaucoup plus vulnérables, les patients cirrhotiques. Donc, un praticien hépatogastro-entérologue qui a de l'expérience, du vécu vis-à-vis du traitement de l'infection à Helicobacter pylori. Nous lui passons directement la parole pour qu'il puisse, s'il est prêt, nous présenter sa conférence. Professeur Diko, vous m'entendez? Bonjour, cher maître. Je vous entends. Vous avez la parole. Merci. Vous avez la parole. Et... Merci, je vais essayer de partager. Les diapos. C'est bon. Allez. Un pointeur. Merci, cher aîné, cher maître, de nous avoir donné la parole. Permettez-nous, avant de parler du sujet de cet après-midi, de remercier le laboratoire Strides qui nous a donné l'opportunité de notre petite expérience avec le monde scientifique d'Afrique francophone sur l'éradication de l'Helicobacter pylori par des thérapies à base de clarithromycine. Alors, nous n'avons aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Nous allons faire un petit rappel sur l'Helicobacter pylori, voir les moyens diagnostiques et parler du traitement pour terminer par une conclusion. Alors, l'Helicobacter pylori, comme on le sait tous, c'est un bacille à gram négatif ubiquitaire qui colonise la muqueuse de l'estomac humain. Et cette colonisation va entraîner une infection chronique. Mais malheureusement, il n'y a pas d'éradication spontanée pour cette infection chronique. Et cette bactérie a été découverte par deux éminents chercheurs au nom de Warren et Marshall, qui en 1983 et 1984 ont publié dans le Lancet deux lettres. La première lettre signée par Warren, qui faisait parler de l'association de la bactérie avec les gastrites. Et la deuxième qui a été signée par Marshall, qui faisait aussi la relation des bactéries avec la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Et cette découverte les a valu le prix Nobel en 2005. Alors, on disait dans l'introduction que cette bactérie, elle est ubiquitaire, car elle infecte plus de la moitié de la population mondiale. Sur une étude française, ça va, la fréquence de la population française, ça va de 15 à 30%. Nous, au Mali, quand on voit les ulcères gastro-duodénaux, on a la présence de l'Helicobacter pylori dans environ 56% des cas.
Et cette bactérie, elle a une transmission interhumaine, oro-orale ou féco-orale. La bactérie a été identifiée dans les selles, dans les salives et aussi dans les eaux de consommation. Comme le démontre cette étude péruvienne, qui a montré que 20% des eaux consommables ont été contaminées au Pérou. Et aux Émirats arabes unis, il y a un constat qui a été fait qui montre que l'eau de robinet est plus contaminée par les eaux de bouteille. Bien sûr, cette bactérie a eu un rôle ulcérogène et carcinogène. Pour cela, c'est ce qui a été démontré par les études qui montrent qu'environ 70% des ulcères gastriques sont associés à la présence de l'Helicobacter pylori. Et cette bactérie a été identifiée comme agent carcinogène de classe 1 par l'OMS depuis 1994. Car quand on prend 85% des adénocarcinomes gastriques, ils sont associés à l'Helicobacter pylori. Et c'est d'ailleurs la première cause mondiale de néoplasie d'origine infectieuse, bien sûr avant le VHV et le VIH. Lorsqu'on regarde l'histoire naturelle de cette infection, après contamination, il y a une gastrite aiguë qui va évoluer bien sûr vers la gastrite chronique. Et cette gastrite chronique reste asymptomatique dans environ 75% des cas. Dans 10 à 15% des cas, ça va se développer vers un ulcère gastrique ou un ulcère duodenal. Et près de 1% vont faire un cancer de l'estomac. Alors, quand on regarde la cascade histologique, quand on prend 100 patients qui ont une gastrite chronique active, 50 vont faire une gastrite chronique atrophique et après 40, à peu près 40 vont faire une métaplasie intestinale, puis une dysplasie, puis un cancer gastrique. Et retenons qu'ici, c'est le point de retour, de non-retour, c'est lorsqu'on dépasse, on arrive à la métaplasie intestinale. Alors, quand est-ce qu'il faut chercher cette bactérie et l'éradiquer? Dans tous les cas d'ulcère et les situations à risque d'ulcère, telles que la présence d'un ulcère gastro-duodénal, ou lorsqu'on doit éviter un traitement par AINS, et lorsqu'on a un antécédent familial ou personnel de cancer gastrique, et on peut la rechercher aussi dans d'autres situations telles que les carences en fer, carences en vitamine B12. Et lorsque le sujet, le patient lui-même, il vient, il vous dit, docteur, je vais qu'on recherche l'Helicobacter pylori chez moi, donc le souhait du patient. Donc, comment rechercher cette bactérie? Le moyen le plus connu, c'est la sérologie à Helicobacter pylori. Et cette sérologie témoigne d'un contact préalable avec la bactérie. Mais malheureusement, la sérologie ne renseigne pas sur la persistance ou non de l'infection. Donc, lorsqu'elle est négative, elle exclut une infection à Helicobacter pylori. Et quand elle est positive, il faut nécessairement faire d'autres tests pour confirmer l'infection active. Ce qui nous fait dire que la sérologie n'a aucune place dans le contrôle de l'éradication de l'Helicobacter pylori. On peut faire un test respiratoire lorsqu'on fait une sérologie H. pylori qui est positive. On fait un test respiratoire parce que c'est un test très reproductif, très sensible avec une sensibilité et une spécificité qui dépasse les 95%. Et bien sûr, ce test respiratoire peut être fait pour le contrôle de l'éradication. Il y a les moyens invasifs tels que lorsqu'on fait une fibroscopie, il est obligatoire de faire la biopsie. Quand on fait la biopsie permet de rechercher en même temps l'Helicobacter pylori, mais aussi les lésions associées, telles que l'atrophie et la métaplasie. Et le score d'Olga et Olgim permettent de donner une classification
qui va de 0 à stade 4. Lorsqu'on a fait les biopsies, on peut faire la culture de l'Helicobacter pylori. Et cette culture permet d'évaluer la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques, tels que la clarithromycine, la levofloxacine, la rifampicine, et ainsi de suite. Après la culture, on peut faire ce qu'on appelle la PCR, qui permet de chercher les mutations associées à la résistance à la clarithromycine. Et puisqu'on parle de résistance, les données françaises de 2018 à 2021 nous montrent qu'en 2021, en France, environ 18,8% des patients avaient une résistance primaire à la clarithromycine. En Afrique, on a cette étude qui a été faite à Rabat, qui a été présentée au JIFO 2015, qui a montré une résistance d'environ 28,2%. Et en Afrique noire, on a une étude du Congo, au Congo-Brazza en 2016, qui a montré 4,2% de résistance à la clarithromycine, donc une résistance. Alors, puisqu'on a pu identifier le germe, là, il faut traiter ce germe. Quelles sont les conditions d'un traitement efficace? Les conditions, elles sont au nombre de 3. D'abord, il faut un contrôle optimal du pH gastrique. Il faut au moins 2 antibiotiques efficaces sur le Helicobacter pylori. Et il faut une durée de traitement longue avec une bonne observance. Alors, pour la première condition, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler, pour avoir un contrôle optimal du pH gastrique? C'est avec les inhibiteurs de la pompe à proton. Ces inhibiteurs de la pompe à proton sont multiples. Il y a les oméprazole, il y a les rabiprazole, il y a l'oméprazole. Les antibiotiques, effectivement, doivent être efficaces. Donc, d'où la nécessité de voir la sensibilité et la résistance. Et les antibiotiques qui sont efficaces sur l'Helicobacter pylori sont l'amoxicilline, la clarithromycine, la levofloxacine et le métronidazole. Et bien sûr, la tétra et les sels de glycine. Pour la troisième condition, il faut effectivement une durée de traitement longue avec une bonne observance. Donc, il faut un minimum de 14 jours, mais on peut s'arrêter à 10 jours lorsqu'on utilise la combinaison ou la quadrithérapie avec le Pilera. Alors, comment traiter? Lorsqu'on n'a pas une étude de la sensibilité aux antibiotiques, donc on est amené à faire un traitement probabiliste. Le traitement probabiliste consiste à faire un choix entre 2 schémas. Premier schéma, la quadrithérapie non bismutée, c'est-à-dire la quadrithérapie concomitante, qui associe IPP, amoxicilline, la clarithromycine et le métronidazole pendant 14 jours. Lorsqu'on commence avec ce schéma, et qu'on n'a pas eu un succès, en ce moment, on va à la deuxième ligne pour faire la quadrithérapie bismutée. Et quand la quadrithérapie bismutée ne marche pas, on sera obligé de faire une gastroscopie, de faire des biopsies et de faire la culture pour voir effectivement la sensibilité aux antibiotiques. Donc, on pouvait commencer aussi par la quadrithérapie bismutée et passer en deuxième phase lorsque c'est disponible à la quadrithérapie concomitante. Lorsqu'on a effectivement des études de la sensibilité aux antibiotiques, il faut faire ce qu'on appelle les traitements orientés. Lorsqu'on est dans une zone où les souches sont clarithromycine sensibles, on propose un traitement associant l'IPP à l'amoxicilline et à la clarithromycine pendant 14 jours. Et généralement, on a un succès d'environ 90%. Lorsqu'on est en zone où on a clarithromycine résistance,
en ce moment, on sera obligé de commencer par la quadrithérapie bismuthée. Si la quadrithérapie bismuthée ne marche pas, en ce moment, on va avec la lévofloxacine. Si bien sûr, les tests montrent que la lévofloxacine marche, en ce moment, on fait une association IPP, amoxicilline plus lévofloxacine. Si on est dans une zone où la lévofloxacine est résistante, là, il faut faire une RCP, une réunion de consultation pluridisciplinaire, pour discuter et voir un schéma approprié pour le patient. On a d'autres possibilités. Lorsqu'on fait un traitement initial empirique, c'est un sujet qui n'est pas allergique à la pénicilline, sans possibilité de faire la culture, on peut aller à première ligne, association thérapie optimisée, c'est-à-dire amoxy 1 gramme 3 fois par jour ou 50 mg kg par jour, associé à la clarithromycine 500 mg 2 fois par jour, et bien sûr associé à un IPP pendant 14 jours. Et l'IPP doit être payé pendant 2 fois par jour aussi. Et on peut aller en deuxième ligne avec le Pulera, qui va associer le Pulera à un IPP, généralement c'est l'oméprazole. Notre maître, le professeur Daouda, vient de parler des avantages de l'oméprazole. Alors, lorsqu'on doit faire un traitement initial empirique et qu'on est devant un sujet allergique à la pénicilline, là, l'amoxicilline est exclue. Donc, le premier schéma proposé, c'est le Pulera. Et le deuxième schéma, c'est la clarithromycine associée à la lévofloxacine pendant 14 jours. Alors, on va dire un mot sur le cas particulier de l'enfant. Lorsque la sensibilité antimicrobienne à Helicobacter pylori est connue, si on est en phase d'une sensibilité à la clarithromycine et au métronidazole, il est proposé de mettre l'IPP associé à la moxicilline et à la clarithromycine pendant 14 jours. S'il y a une résistance à la clarithromycine et que le métronidazole est sensible, il faut mettre l'IPP associé à l'amoxicilline plus le métronidazole. Si il y a une résistance toujours au métronidazole et que la clarithromycine est sensible, il faut mettre IPP, amoxy, clarithromycine. Si les deux sont résistants, c'est-à-dire clarithromycine et métronidazole, il est proposé de mettre IPP, amoxy plus métronidazole. Et lorsqu'on est en zone où la sensibilité n'est pas connue, il faut donner une forte dose d'IPP associée à l'amoxicilline et le métronidazole. Ce tableau permettra de voir les posologies chez l'enfant parce que l'enfant, ce n'est pas l'adulte où nous, les médecins d'adultes, on peut se permettre de mettre 500 mg de clarithromycine 2 fois par jour sans se casser. Il faut vraiment voir le tableau pour prendre les posologies en fonction du poids de l'enfant. Alors, cette gastrite chronique qui a été traitée, il faut nécessairement faire une surveillance lorsqu'on a un score Olga stade 3 et 4, donc on a des lésions avancées. Il faut surveiller parce qu'il y a un risque de développer un cancer gastrique. Et quand on est en phase d'un stade 3 et 4, la surveillance endoscopique doit être indépendante de l'éradication du Helicobacter pylori. Alors, comment surveiller? Quand on a une gastrite chronique ou une métaplasie intestinale antrale, là, pas de surveillance. Mais lorsqu'on a une gastrite chronique extensive avec une métaplasie intestinale diffuse, une surveillance tous les 3 ans. Lorsqu'on a une dysplasie de bas grade sur muqueuse plane, la surveillance est à 1 an. Lorsqu'on a une dysplasie de haut grade sur muqueuse plane, la surveillance doit être faite entre 3 et 6 mois. Et lorsqu'on a une dysplasie, que ce soit de bas grade ou bien de haut grade, sur une lésion, il faut faire soit une résection endoscopique ou envoyer le patient en chirurgie. Alors, en conclusion, nous dirons que l'infection à Helicobacter pylori, comme notre maître l'a rappelé tout de suite,
effectivement, c'est une pathologie infectieuse à expression gastrique. Les indications de sa recherche et de son traitement sont bien validées. Les biopsies doivent être systématiques et la culture doit être encouragée pour effectivement privilégier le traitement orienté. Et chaque fois qu'on fait un traitement d'Helicobacter pylori, il faut faire le contrôle d'éradication pour qu'on puisse affirmer la guérison. Il y a des perspectives avec une nouvelle molécule, le vonoprazan, qui, cette méta-analyse nous montre que l'association vonoprazan, amoxicilline et clarithromycine sur 14 jours donne de très bons résultats par rapport à toutes les autres combinaisons. Donc, chers maîtres, nous vous remercions pour votre aimable attention. Est-ce qu'on est... Merci beaucoup, professeur Diko, pour cet exposé clair, exhaustif et bien présenté. Nos salutations à nos amis de Bamako. Je pense à notre maître, le professeur Moussa Maïga, à nos amis, les professeurs Diarra et Konaté, et à l'ensemble de leur équipe. Professeur Diko, merci. Merci beaucoup. C'est très bien. Avant de passer aux différentes réponses, interpellations, il y en a beaucoup. Nous allons laisser la parole à M. Michel pour qu'il nous fasse une présentation des produits du laboratoire Strides Pharma. Quelques minutes pour M. Michel. Est-ce qu'il est là, M. Sen? Oui, professeur. Michel, oui, Nico, je suis là. Merci de partager rapidement. Michel Kouaté, vous avez la parole. Merci, professeur Ndia. Merci à tous les participants à ce rendez-vous scientifique sur un sujet assez important. Les laboratoires Strides par ma voix apportent aujourd'hui sa contribution dans la prise en charge de cette pathologie qui est très fréquente, le reflux extra-œsophagien, et qui altère la qualité de vie de nos patients. Eh bien, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les deux précédents maîtres, et par ma voix, aujourd'hui, nous apportons la proposition de Strides dans la prise en charge, n'est-ce pas, de cette pathologie très fréquente. Pour ce qui est de la gamme que nous disposons dans notre arsenal thérapeutique, nous avons un antibiotique de la famille des macrolides, qui est de la clarithromycine, dosée à 500 mg, qui est disponible sur notre marché africain sous le nom de Claritron. Donc, c'est l'antibiotique de choix, de prédilection, lorsqu'on a une suspicion et lorsqu'on a une sensibilité, n'est-ce pas, du germe Helicobacter pylori à cette molécule. Michel, excuse-moi. Oui, Nico. Tu peux te mettre en mode présentation, s'il te plaît. D'accord, c'est bon. J'avais oublié. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Donc, Claritron se présente sous forme de comprimé. Dans chaque comprimé de Claritron, vous avez 500 mg de clarithromycine. C'est des boîtes de 10, un produit des laboratoires Strides dont nous avons l'occasion de découvrir dans la première partie de cette présentation. C'est un antibiotique de choix dans la prise en charge, n'est-ce pas, des pathologies gastriques surinfectées à cette bactérie gram négative. C'est un antibiotique qui est généralement associé dans tous les schémas que nous avons vus tout à l'heure dans la prise en charge, n'est-ce pas, de l'Helicobacter pylori en association avec d'autres antibiotiques, notamment le métronidazole et l'amoxicilline.
La posologie que nous recommandons dans cette pathologie est d'un comprimé de claritron matin et un comprimé de claritron soir. C'est un antibiotique de choix qui est très approuvé par des sociétés savantes, notamment l'UFSDA aux États-Unis. Le reflux extra-œsophagien dans la clinique, nous l'avons si bien dit, le professeur l'a si bien expliqué, se traduit par des manifestations cliniques allant par des sensations de regurgitation et des sensations de brûlure, ce qui, n'est-ce pas, met le patient dans un disconfort, d'où la nécessité d'apporter un sapeur-pompier, si je peux ainsi m'exprimer. Et nous avons vu le rôle des inhibiteurs de la pompe à protons, surtout de l'oméprazole, dans cette indication précise. La solution que nous vous apportons aujourd'hui, c'est Solcer SR. SR veut dire slow release. C'est la seule forme de méprazole sur le marché pharmaceutique africain à libération prolongée, à libération modifiée. Ce sont des gélules qui offrent une meilleure tolérance gastrique. C'est des boîtes de 28 gélules, très bien protégées. Alors, donc, pour soulager rapidement vos patients qui souffrent des reflux gastro-œsophagiens, nous vous apportons aujourd'hui Solcer SR en gélule, associé à la clarithromycine et d'autres antibiotiques lorsqu'on a la présence effective, n'est-ce pas, de l'Helicobacter pylori. En plus de la forme gélule disponible sur notre marché pharmaceutique, lorsque l'urgence digestive, n'est-ce pas, est signalée, nous avons Solcer injectable, qui est un flacon lyophilisé contenant 40 mg d'oméprazole et son solvant pour faciliter la manipulation lorsqu'il y a une urgence digestive. C'est la forme parentérale par voie intraveineuse où les patients, on va administrer en IVD direct lente entre 20 et 30 minutes. Disponible sur le marché pharmaceutique, dont nous avons une gamme complète, Solcer SR gélule, une gélule par jour, et Solcer 40 mg, flacon contenant 40 mg d'oméprazole avec son solvant, une ampoule en IVDL par jour lorsque l'urgence est signalée. Pour nous résumer, les laboratoires Stride mettent à la disposition du personnel de la santé l'arsenal Solcer, Solcer LCR et Solcer injectable dans la prise en charge des pathologies gastriques. Et lorsqu'il y a une suspicion ou une présence de l'Helicobacter pylori, nous avons Claritron pour traiter l'infection due à l'Helicobacter pylori. Ceci avec des coûts très, très accessibles, comme le disait Nicolas. Stride est en Afrique pour l'Afrique. Produit de qualité, produit très accessible et disponible dans tout le marché pharmaceutique noir africain. Merci, professeur, pour votre aimable attention et merci à l'auditoire. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, M. Michel Kouyaté. C'est concis, c'est précis, c'est bien dit, et je pense bien que c'est très bien entendu. On peut passer aux réponses concernant quelques questions. D'abord, je pense que c'est le docteur Salifou Mohamedou sur quel est le mécanisme par lequel le RGO peut entraîner un asthme. C'est par le biais de deux mécanismes possibles qui peuvent être associés ou non. Le premier, c'est le reflux en tant que tel, le matériel, le contenu acide de l'estomac qui remonte
par une incompétence du sphincter inférieur de l'œsophage, ça passe au niveau de la lumière œsophagienne, mais ensuite, il faut que le sphincter supérieur de l'œsophage, lui aussi, soit incompétent pour que ce matériel de reflux, par le biais d'une aspiration, puisse atteindre la muqueuse bronchique et éventuellement trachéale. Et au-delà, aller parfois au niveau des alvéoles. Dans ce cas, c'est une irritation directe. Il y a l'autre mécanisme qui est réflexe. On a dit l'irritation du bas œsophage, irritation du nerf vague, un mécanisme réflexe qui peut entraîner une hyperréactivité bronchitique avec un bronchospasme. C'est essentiellement par ces deux mécanismes, effectivement, qu'un reflux est censé pouvoir installer un asthme chez certains patients. Une autre question sur le reflux chronique de M. Laïdjara peut-il avoir un rapport avec une pneumonie? Oui. Oui, la question est directement oui. L'aspiration du liquide gastrique dans la muqueuse respiratoire, haute comme basse, peut favoriser la prolifération des germes. Et effectivement, des cas de pneumonie sont rapportés liés au reflux gastro-œsophagien. Une autre question d'un spectateur, il a marqué anonyme. Je voudrais savoir la posologie quand il s'agit de dosage 40 mg. Quand il s'agit de dosage de 40 mg et la posologie, il faut savoir c'est de quelle pathologie. En tout cas, dans le cadre de la prise en charge du reflux gastro-œsophagien, s'il s'agit d'oméprazole 40 mg, c'est une double dose. Il y a maintenant le format, je pense bien, qui sera disponible 40 mg ou retard quand il est disponible dans le cadre de la prise en charge des manifestations extra-œsophagiennes du reflux gastro-œsophagien. Ce sera une gélule ou un comprimé par jour, 40 mg. Ça constitue une double dose pour l'oméprazole. Ensuite, il y a M. Dieudonné Vizera qui dit quels sont les paramètres à surveiller pour les personnes qui sont sous IPP au long cours pour éviter les complications liées à la prise des IPP au long cours, car souvent le patient est confronté à prendre l'IPP pendant une longue durée. Il n'y a aucun paramètre particulier à surveiller pour la prise en charge des IPP au long cours. Il y a cependant certains patients qui ont des terrains ou tout simplement des comorbidités particulières. Leurs comorbidités et ou leurs terrains sont à surveiller. Les gens pensent qu'il faudrait au long cours faire parfois un dosage de la magnésémie, un dosage ou, comment ils s'appellent ça, leur exploration de la densité osseuse, là, je ne sais plus le terme de l'appareil qui utilise, une ostéodensitométrie, mais ce n'est réellement pas systématique. Ce n'est pas systématique. Chaque cas est particulier en fonction du terrain et des comorbidités existantes, mais il n'y a aucune surveillance particulière pour la prise en charge pour les patients qui prennent des IPP au long cours. C'est tout simplement la magnésémie éventuellement et l'ostéodensitométrie. Il y a une autre question, je ne sais pas de toute façon si je satisfais à vos questions ou non. Merci de M. Gina Moutou. J'aimerais savoir ce que signifie la pompe à protons et où se situe-t-elle au niveau de l'estomac et pourquoi elle doit être inhibée. Aïe, aïe. Monsieur Moutou, ça c'est beaucoup de physiologie. Elle se situe tout simplement au niveau des cellules pariétales du corps de l'estomac et ou du fundus et sécrète l'acide chlorhydrique, qui est l'élément essentiel du suc gastrique. C'est un élément physiologique qui existe chez tous les individus. Le suc gastrique est composé à plus de 75% d'acide chlorhydrique. Et ces pompes à protons sont des éléments qui favorisent leur sécrétion et contribuent très fortement à la sécrétion de cet acide chlorhydrique. On présume que c'est l'acide, l'excès d'acide qui
entraîne l'irritation, tant au niveau de la muqueuse gastrique, qui est relativement protégée, mais surtout, la muqueuse œsophagienne ne supporte aucunement l'acidité. Dès que le sphincter inférieur de l'œsophage est incompétent et que l'acide remonte dans la muqueuse gastrique, c'est source de symptômes, source de lésions à type d'œsophagite qui peuvent aller jusqu'à l'installation d'œsophage de Barrett et éventuellement source d'adénocarcinome de l'œsophage. C'est ce que je peux dire très grossièrement pour dire que c'est une question qui englobe toute la physiopathologie des sécrétions acides gastriques. Un spectateur anonyme, est-ce que l'efficacité de l'oméprazole sur le RGO par rapport aux autres IPP de dernière génération est supérieure? Non. Est-ce que l'efficacité... Non, l'oméprazole n'est pas supérieur aux autres IPP de dernière génération. Ce n'est pas question de supériorité, parce que plein d'études montrent que il y a de très légères supériorités en faveur des IPP de dernière génération, mais ces chiffres ne sont pas statistiquement significatifs pour dire que réellement, ils sont dans la même marge d'efficacité. C'est surtout par rapport au coût, par rapport au niveau de couverture antiacide qu'il peut y avoir des différences, mais la supériorité n'est pas du tout statistiquement grande ou significative. Pour M. Aimé Césaire Kalambayi, bonjour. La question, c'est le professeur Diko, il répondra à sa question. Je pense que nous avons répondu en tout cas à certaines questions. Il y en a beaucoup d'autres. Professeur, oui. Je propose de partager quelques questions que j'ai reçues et qui sont destinées au professeur Diko. Je peux partager mon écran. Parce que me disait qu'il a les mêmes questions que moi, quoi. Ou non? Bon, quelqu'un a compilé les questions qu'il m'a envoyées, donc je vais essayer de vous montrer ça. Alors, voilà les quelques questions que j'ai pour Moussa Younoussou. Diko, je ne sais pas si vous avez répondu à certaines de ces questions-là. Non, j'ai répondu, moi, à certaines questions concernant les manifestations extra-difficiles. Les questions pour le professeur Diko, je me disais que comme peut-être qu'il a le même partage que moi, qu'il les verra après que je lui passe la parole pour qu'il puisse répondre. D'accord. Ou bien, si vous avez recueilli les questions aussi, vous lui passez directement. Oui. Je pense que sur mon écran, il y a déjà quelques questions auxquelles le professeur Diko peut déjà répondre. Professeur Diko, vous pouvez ouvrir votre micro et intervenir directement si vous voulez. Merci, cher maître, c'est fait. Alors, la première question que je vois ici, c'est Helicobacter pylori est un germe saprophyte et pourquoi il devient nocif sur son hôte? Cette question, c'est une question de physiologie, comme le professeur Dial vient de le dire tout de suite. Lorsqu'on a le Helicobacter pylori dans l'estomac, ça va agresser la muqueuse de l'estomac. Et bien sûr que ça aime vivre en milieu acide, donc l'acidité gastrique aussi favorise cette agression et c'est ce qui va entraîner cette infection chronique. On l'a dit dans la présentation, l'infection chronique, quand elle est là, il faut l'éradiquer, sinon elle va continuer et progresser vers les lésions associées à cette infection. Alors, la deuxième question, c'est que je voudrais savoir si une sérologie positive sans signe clinique nécessite un traitement. On l'a dit, quand vous avez une sérologie positive, ça ne veut pas dire que l'infection est active. Il faut faire une endoscopie ou bien un autre test pour voir est-ce que l'infection est active. Donc, il faut faire surtout la fibroscopie. C'est la fibroscopie qui permettra de voir d'abord est-ce qu'il y a une lésion associée. Parce que vous vous rappelez qu'on a dit 75% de ces infections de ces gastrites chroniques sont asymptomatiques. Donc, on ne peut le dire que lorsqu'on fait une endoscopie, et c'est l'endoscopie qui permet de voir
et la présence de l'Helicobacter pylori et la présence de lésions associées. Troisième question, quand est-ce qu'il faut les IPP en cas de traitement d'une gastrite entérale? D'accord, en tant que généraliste diabétologue, je voudrais avoir une idée sur le terme Olga-Olgim. Olga-Olgim, ce n'est rien d'autre. Ne vous fatiguez pas, c'est vraiment une classification qui est donnée pour l'atrophie. A pour l'atrophie et l'autre pour métaplasie intestinale. Et ça a été pris sur le protocole de Sydney. Chaque fois que les anatomopathologistes vous donnent un compte-rendu de biopsie, d'histologie des biopsies, ils vont vous donner cette classification. Et c'est avec cette classification qu'on fait cette stratification de l'atrophie et aussi de la métaplasie intestinale. Quatrième question, je voudrais dire quand est-ce qu'il faut arrêter les IPP. Les IPP, on a dit, ça dépend. Pour l'éradication, c'est maxi 14 jours et on fait un traitement d'entretien. Le traitement d'entretien ça va de 4 à 6 semaines. Et après, il faut arrêter les IPP avant de faire le contrôle. Et le contrôle pour l'éradication de l'Helicobacter pylori, c'est fait 2 semaines après l'arrêt des antibiotiques et 1 mois après l'arrêt des IPP. Donc, il faut cette phase-là. C'est après ça qu'on peut contrôler l'éradication de l'Helicobacter pylori. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à toutes les questions. En tout cas, sur mon écran, ce sont ces questions que j'ai. Merci beaucoup, professeur Diko. Je pense Merci, qu'effectivement, c'est bien répondu. Je peux peut-être brosser des autres questions qui ont été posées. Quelle est l'heure de prédilection pour prendre un IPP per os? Ça, effectivement, plein de médecins, beaucoup, pour ne pas dire la quasi-totalité, n'expliquent pas ou expliquent très peu aux patients. Les meilleures heures de prise d'IPP, si c'est une seule dose, c'est le matin. Mais 30 à 60 minutes avant la prise du petit déjeuner. Et ça, c'est très difficile de faire ça chez le malade. 30 à 60 minutes avant la prise du petit déjeuner, l'IPP est beaucoup plus efficace quand on prend ça de cette manière-là. Donc, la meilleure prise, elle est matinale, 30 minutes à 60 minutes avant le petit déjeuner. Maintenant, la prise du soir vespérale, elle aussi, elle peut se faire 30 à 60 minutes avant le dîner, pour dire que c'est d'autres impératifs, mais quand on arrive à les respecter, ça contribue très fortement à l'efficacité des traitements prescrits. Il y a aussi le docteur Amadou Fall qui a posé la question sur les prokinétiques. Quel est leur rôle dans la prise en charge? Est-ce qu'ils entrent dans la prise en charge du reflux gastro-œsophagien? Je ne dis pas qu'ils peuvent y entrer, mais ils peuvent y entrer uniquement chez les malades qui ont une gastroparésie associée. Chez les malades chez qui on suspecte une gastroparésie, une lenteur à la digestion, on pense que chez ces patients, effectivement, la stagnation du suc gastrique au niveau de l'estomac est un des facteurs favorisant aussi le reflux. Chez ces patients, les prokinétiques peuvent aider fortement. Il faut dire que ce sont pas des patients qui courent la rue, ils ne représentent pas plus de 10 à 15% des patients porteurs d'un reflux gastro-œsophagien. Donc, classiquement, les prokinétiques n'en font pas partie. Mais chez les patients chez qui on suspecte une gastroparésie associée, les prokinétiques sont d'un grand apport dans la prise en charge thérapeutique. Voilà, Monsieur Michel. Je ne sais pas si vous avez eu à compiler d'autres questions. C'est ce que j'ai vu sur le chat actuellement. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. De toute façon, professeur Diko comme moi-même, nous sommes là pour ça. Il y en a qui me dit
pourrais-je connaître réellement la physiopathologie du RGO? Wow. Et un autre qui me dit, ouais, je crois, c'est pour dire que c'est de bonnes questions. Il y a beaucoup de questions, c'est vrai, qui restent encore peut-être dans le chat. C'est vrai qu'on ne pourra pas malheureusement répondre à toutes les questions. Oui, il y a une participation massive, c'est très bien. Il y a une participation massive, ça prouve qu'il y a un engouement, un intérêt, en tout cas pour ce symposium, ces brillantes présentations. Alors moi, je proposerai éventuellement que les questions soient remontées soit au niveau des superviseurs ou bien au niveau des managers dans les différents pays qui ont fait les invitations et nous pourrons vous les faire parvenir donc pour que vous puissiez apporter des éléments de réponse qui seront par la suite transmis. Donc, vous pouvez envoyer vos questions si vous avez les contacts par WhatsApp ou bien par mail au laboratoire qui pourra justement avec plaisir les remonter auprès des professeurs qui apporteront des éléments de réponse qui vous seront retransmis par la suite. Parce qu'effectivement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions qui sont dans le chat. Et voilà, professeur, c'est ma proposition, si vous êtes en phase. Complètement en phase. Complètement en phase. Professeur Diko? Oui, cher maître. Oui. Donc, on est d'accord. Nous sommes d'accord. Vous pouvez donner nos coordonnées. S'il y a des questions, nous répondrons avec plaisir. Parfait. Nous sommes là pour Je pense que tous les participants vont recevoir, bien sûr, un mail capsule pour cette présentation. Vous pouvez directement répondre à ce mail pour poser vos questions et nous pourrons justement faire le maximum pour vous obtenir les réponses. Voilà. Donc, nous allons déjà dire merci à tout le monde pour cette belle réunion scientifique. Merci au professeur Daouda, merci au professeur Diko pour vos brillantes présentations. Nous allons terminer avec le mot de remerciement de notre directeur médical, le docteur Pravin, qui est actuellement en Inde. C'est vrai qu'il est presque 23 heures ou 0 heure là-bas. Donc, Dr. Pravin, you have the floor for the word of thanks. Thank you. Thank you, Nicolas. Merci, professeur. Très bonne présentation, professeur Daouda Dio et professeur Diko. I know petty English. Please excuse me if there are any mistakes in French. Thank you for giving me the opportunity. Respected chairman et conférence, professeur Daouda Dio, et conférence, professeur Diko, et tous les délégués. J'ai le privilège d'exprimer l'amour de Massimo à cette occasion. Moi, Dr. Pravin, Yes, you had it. Michel, tu peux te mettre en mute, s'il te plaît. directeur médical Anno de Stride, j'adresse très chaleureusement mes remerciements à vous tous qui nous avez honorés de votre présence, à consacrer une partie de votre temps si précieux malgré vos agendas très chargés. Je tiens également à exprimer ma gratitude à nos modérateurs et à tous les orateurs pour leur encouragement à leur sujet. Encore une fois, merci. Passez une excellente journée. Bonne soirée, professeurs, and namaste from India. Excellent, namaste. Merci, Dr. Pravin. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous les participants. Merci Michel, encore une fois. Merci professeur Diko. Merci professeur Dia. À tous les country managers, les délégués, l'équipe de l'Inde, les superviseurs. Merci à tout le monde. Yes. Et passez une excellente soirée. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci professeur Dia. Merci Nico, merci Dr. Pravin. Michael, merci à tous. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bye, professeur. Okay, bye. Bye. Okay. Merci. Yeah. Okay. Yes. Excellent. Yes. Merci, Nico. Merci, Michael. Merci, Dr. Thank you, Sridhar. Merci. Thank Have a you. great night, guys. Thank you so much. Sure.